Bonjour, je m'appelle Kelly Main. Je suis la doyenne par intérim à la Faculté des études supérieures de l'Université du Manitoba. Bienvenue à ce 4e concours annuel de ma thèse en 180 secondes, édition Manitoba. Ce concours offre aux étudiants des études supérieures une chance de présenter leur recherche en 3 minutes à une plus grande large audience. Une audience différente de celle qu'ils ont l'habitude de côtoyer dans les congrès. Et c'est avec grand plaisir que cette année encore nous recevons ces étudiants ici à l'Université du Manitoba. Cette compétition leur donnait ainsi l'opportunité de montrer leur capacité de présentation, d'engagement et de clarté. Je laisse maintenant la parole à notre maître de cérémonie de cette édition 2023, Jean-Éric Guilla, professeur à l'Université du Manitoba. Bonne chance à tous. Merci professeur Main et merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette 4e compétition manitobaine de ma thèse en 180 secondes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette édition 2023 enregistrée en conditions du direct et présentée sur la chaîne YouTube de l'Université du Manitoba. Je m'appelle Jean-Éric Guilla, je suis professeur au département d'immunologie et de médecine interne de la faculté Rady des sciences de la santé et je suis le consul honoraire de France à Winnipeg. Je serai votre maître de cérémonie pour cette compétition. Avant de commencer, je tiens à souligner que les campus de l'Université du Manitoba sont situés sur les terres d'origine des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene, ainsi que dans la patrie de la nation métisse. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ces territoires, nous reconnaissons les préjudices et les erreurs du passé, et nous nous engageons à aller de l'avant en partenariat avec les collectivités autochtones, dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Alors merci à tous ceux qui se trouvent à Winnipeg, à l'Université du Manitoba, de Saint-Boniface, au Manitoba, au Canada et ailleurs dans le monde. Merci aux parents, merci aux grands-parents, amis, collègues qui sont là devant leur écran afin de soutenir leur candidat préféré. Mais qu'est-ce donc ma thèse en 180 secondes ? Cette compétition reprend les mêmes principes que The 3-Minute Thesis, conçu à l'Université du Queensland en Australie en 2008 et qui a pour but de donner l'opportunité aux étudiants de présenter leurs travaux de thèse en français et en langage simplifié. Mais alors, vraiment, de manière simplifiée afin que tout le monde puisse comprendre leurs travaux. Alors, cette compétition est soutenue depuis 2012 au Canada par l'Association francophone pour le savoir, l'ACFA. Pour cette finale provinciale du Manitoba, le premier doctorant classé rejoindra les représentants des 21 universités canadiennes lors de la finale nationale. Avant de vous présenter les règles de la compétition et les membres du jury, je voudrais remercier tous les commanditaires qui ont soutenu la mise en place de cette initiative ici au Manitoba. Patrimoine Canada, le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, l'ambassade de France au Canada, l'Université du Manitoba, l'Université de Saint-Boniface et l'ACFA Manitoba, l'Alliance française, le Journal La Liberté, le Théâtre Cercle Molière et bien sûr au niveau national, l'ACFA et Hydro-Québec. Merci à vous de soutenir la relève manitobaine de la recherche et surtout leur envie de partager leurs connaissances avec le plus grand nombre. Pour le déroulement de la compétition, c'est tout simple. Expliquer de manière simplifiée ces travaux de thèse à l'aide d'une image et surtout de 180 secondes, pas une seconde de plus, sans quoi c'est la disqualification. Et ce que vous ne voyez pas, c'est le chronomètre avec les 180 secondes qui s'affiche juste devant moi. Et pendant que chaque étudiant présentera ses recherches, les juges noteront la qualité de l'orateur, ses capacités de vulgarisation, ainsi que la structure de sa présentation. À la fin de toutes les présentations, nos juges se retireront dans une salle virtuelle afin de comptabiliser les points attribués
et ils nous reviendront avec un classement final. Les juges pour cette compétition 2023 sont le professeur Patrick Noël de l'Université de Saint-Boniface. Bonjour Monsieur Noël. Alors bonjour tout le monde, je suis ravi d'être ici pour cette finale provinciale de ma thèse en 180 secondes. La professeure adjointe Louise Chatran de l'Université du Manitoba. Bonjour Madame la professeure Chatran. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité comme juge dans ce concours provincial. Bonne chance à tous les candidats. Mademoiselle Morgane Lemay, journaliste au journal manitobain La Liberté. Bonjour Mademoiselle Lemay. Bonjour tout le monde, je suis ravie de faire partie des juges aujourd'hui et je souhaite bonne chance à toutes les candidates et tous les candidats. Mademoiselle Tara Paillard, chargée culturelle et communication à l'Alliance française du Manitoba. Bonjour Mademoiselle Paillard. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour ma thèse en 180 secondes et bonne chance à tous les participants et participantes. Et enfin Monsieur Florent Devillis, responsable des communications et du marketing au Théâtre Cercle Molière. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce concours provincial et je souhaite bonne chance à tout le monde. Alors merci à tous d'être avec nous aujourd'hui et surtout bonne chance à vous pour choisir le candidat ou votre candidat préféré. Alors pour ceux qui veulent se joindre à la conversation en ligne, les tweets, les gazouillis sont encouragés et les mots-clics de l'événement sont #MT180, #MT180MB et @UMGradStudy, @UManitoba, @UST-Boniface et @ACFA. Et maintenant, place à la compétition. Je voudrais vous présenter notre première des 7 challengers, Amanda Bélanger. Elle est étudiante en master au département des sciences biologiques de la faculté des sciences de l'Université du Manitoba et a obtenu un baccalauréat de biologie et physiologie de l'Université de Dalhousie à Halifax. Elle est volontaire à Parle en Sciences et a été coordinatrice de symposiums en français pour les étudiants d'écoles secondaires. Elle a passé 6 semaines dans la forêt amazonienne à étudier les dauphins de l'Amazone et le titre de sa thèse est « Variations saisonnières de l'alimentation du beluga ». Savez-vous que nous ne connaissons pas des informations de base à propos des vies des belugas? Des questions par rapport à où un animal vit et ce qu'il mange sont habituellement les premières questions auxquelles nous répondons quand on étudie un animal. Ces détails sont essentiels pour comprendre et protéger ces animaux. Et peut-être vous pensez, eh bien, ils vivent dans l'eau, ils mangent du poisson. Question répondue, non? Mais c'est un peu plus complexe que ça. Alors, imaginez que c'est le temps des fêtes. Vous mangez beaucoup de gros mets, des bons biscuits. Et maintenant, imaginez que cela, c'est la majorité de votre alimentation pour toute l'année. Votre corps reliera sur le gras accumulé pour de l'énergie et vous n'avez droit à qu'une collation de temps en temps. Un peu absurde, non? En fait, cela est probablement le cas pour les belugas. Les belugas de la baie d'Hudson sont migratrices. Ils voyagent au détroit d'Hudson à l'automne pour éviter la glace d'hiver et retournent à la baie au printemps. Être migratrice veut dire qu'ils ont probablement ce que nous appelons une saison d'alimentation principale. Cela est une saison où les belugas mangent la majorité de leur alimentation pour l'année, devenant gras et dodus pour le voyage. Le plus de poissons que les belugas mangent, les plus leurs cellules de graisse grossissent et remplissent d'une substance appelée lipide. Je vise à déterminer cette saison d'alimentation principale pour ces belugas de la baie d'Hudson. En utilisant des échantillons de graisse, je compare la taille des cellules et le montant des lipides à travers les saisons. Des cellules plus grandes et le plus de lipides dans une saison par rapport à l'autre indiquent quand les belugas ont mangé le plus de poissons. Alors, une fois que j'ai déterminé quand qu'ils mangent, il faut que je détermine ce qu'ils mangent. En général, les belugas mangent beaucoup de poissons différents, mais je veux établir la proie préférée de ces belugas de la baie d'Hudson. Les composants de graisse des proies, en ce cas le poisson, sont transférés aux prédateurs, en ce cas le beluga. En comparant la composition de graisse des belugas à celle de plusieurs proies, je peux établir ce que les belugas ont mangé.
Alors, comprendre et établir l'écologie alimentaire tout au long de l'année est particulièrement important chez les espèces migratrices pour identifier ces ressources clés qui contribuent à leur survie dans chacune de ces saisons. Merci. Merci Amanda pour ces 3 minutes. On va maintenant laisser au juge le temps de la réflexion afin de noter cette première candidate. Si vous voulez soutenir Amanda Bélanger, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags MT180, MT180MB qui sont présents à l'écran. Notre deuxième candidat est Brian Nguyen, étudiant inscrit en doctorat au département des sciences biologiques de l'Université du Manitoba. Il est titulaire d'une maîtrise en technologie des aliments obtenue à l'Université d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Il a une passion pour l'art et il est assistant à la Maison des artistes visuels francophones ici à Saint-Boniface. Le titre de sa thèse est le suivant: Étude sur la potentialité nutraceutique des polyamines dans l'orge. Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? En tant que chercheur dans le domaine de la science des aliments, cette question m'intéresse beaucoup. En effet, les scientifiques alimentaires comme moi savent bien quelle nourriture consommer pour avoir une bonne santé. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau choix pour le repas matinal, orge canadienne. Mais pourquoi de l'orge? Parce que nous avons trouvé de bonnes substances dans les orges canadiennes qui s'appellent polyamines. La première fois que j'ai entendu le mot polyamine, ça m'a rappelé le terme polyamour. Au fur et à mesure de mon étude, j'ai pu confirmer que les polyamines sont vraiment polyamoureuses. D'un côté, elles nous aiment, l'être humain, en rajeunissant les cellules de notre corps. D'un autre côté, elles font du bien aux autres plantes en leur aidant à lutter contre les bactéries et les moisissures. Cependant, l'homme est généralement égoïste. Il veut que le polyamine soit à lui. C'est pour ça que je suis ici pour chercher une façon d'exploiter ce polyamine dans l'orge. Dans la première partie de ma thèse, je raconterai l'histoire du pauvre Batigra. Il était une fois à Batigra, dans un labo céréalier de l'Université du Manitoba, à Batigra cru, coupé en deux. Ensuite, il se fait séparer en plusieurs morceaux de même manière dont on fait le filet de poisson. Ensuite, un morceau a dit adieu à ses amis pour partir dans les éprouvettes sans jamais retourner. Grâce à une telle séparation, je saurai bientôt qu'une partie du gras d'orge abonde de polyamines, mais aussi qu'un segment de polyamines sont le plus efficaces en matière de rajeunir le corps. Alors, vous vous posez peut-être la question, mais est-ce qu'on mange de l'orge non cuite? Dans le chapitre suivant de ma thèse, je tenterai de comprendre le changement de polyamine pendant la cuisson et la fabrication brassicole. Enfin, on pourrait dire combien de polyamine, le petit bijou qu'on cherche, reste dans vos repas d'orge ou dans vos canettes de bière. Pour conclure, je ne promets pas que ma recherche puisse rendre tout le monde immortel, mais ça vous rendra fort et donnera la possibilité de mieux profiter de la joie de vivre. Merci et mangeons de l'orge. Merci Brian pour cette présentation. Les juges vont maintenant noter sa prestation et si vous voulez soutenir Brian Nguyen, c'est sur les réseaux sociaux que cela se passe. Hashtag MT180, hashtag MT180MB. Notre candidate suivante est Courtney Marshall, étudiante en doctorat au département d'immunologie de l'Université du Manitoba. Elle a obtenu une licence de sciences avec une majeure en biologie de l'Université du Manitoba. Sa passion, elle est de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans le monde académique et de défendre l'inclusion de la recherche entre les sexes et les genres. Elle est membre de l'initiative Wisdom au Manitoba et avec d'autres membres, ils ont créé un programme de mentorat pour les femmes qui veulent faire carrière dans le domaine des sciences. Le titre de sa thèse est « Les différences sexuelles dans la modulation de l'inflammation des voies respiratoires par les peptides régulateurs de la défense innée ».
Je vous invite à penser à qui vous saviez qui souffre d'asthme. Pour moi, c'est mes sœurs, mes tantes et mes cousines. Et je crois que pour vous, c'est similaire. La réalité est que les femmes sont plus souvent affectées par l'asthme. En plus, elles sont plus résistantes aux thérapeutiques comme corticostéroïdes inhalés. Alors, nous avons besoin des nouvelles thérapeutiques pour le traitement d'asthme, spécialement l'asthme sévère. Et quand nous évaluons des nouvelles thérapeutiques pour l'asthme, nous devons tenir compte des différences sexuelles qui existent en asthme. Alors, ça c'est exactement ce que je fais pour mon projet. J'évalue une nouvelle thérapeutique qui a la capacité de réduire les molécules associées avec asthme sévère. Et j'utilise les mâles et les femelles dans un modèle murine d'asthme pour découvrir s'il y a des différences de l'activité de ma thérapeutique entre les sexes. Et je crois que mes résultats peuvent révolutionner le traitement d'asthme. J'ai démontré que ma thérapeutique a la capacité de réduire les molécules associées avec asthme sévère, interleukine 33, et réduire la présence de cellules immunitaires au poumon, comme neutrophils, de manière plus robuste chez femelles. Mais pourquoi il y a ces différences? Il y a divers éléments de la sexe qui peuvent affecter l'activité. Mes résultats suggèrent que c'est les hormones sexuelles qui affectent l'activité. Alors, ma prochaine étape est d'évaluer comment les hormones sexuelles comme testostérone et oestrogène affectent l'activité de ma thérapeutique. En tout, j'ai démontré qu'une nouvelle thérapeutique pour le traitement d'asthme sévère a la différence d'activité en mâle qu'en femelle. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte des différences sexuelles quand nous faisons des études cliniques et précliniques et que peut-être on doit prescrire des médicaments différents entre les sexes aux cliniques. Merci. Merci Courtney Marshall pour ces 180 secondes que vous avez passées avec nous ici à l'Université du Manitoba. Alors on va donner le temps aux juges afin d'attribuer des notes. Et si vous voulez soutenir Courtney Marshall, direction les réseaux sociaux, #MT180, #MT180MB. Notre prochain candidat est Aurélien Caron. Il est étudiant inscrit en doctorat au département d'anatomie humaine et de sciences cellulaires de l'Université du Manitoba. Il est titulaire d'une maîtrise obtenue à la Sorbonne, à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Sa passion pour les sciences remonte à l'âge de 16 ans et cette passion, c'est celle-ci qui l'a amené à réaliser 12 années d'études et à l'amener ici au Manitoba. Le titre de la thèse est le suivant: Les cellules souches du poisson zèbre pour la régénération du cerveau. Demain, vous et votre ami Maurice êtes en voiture. Et là, c'est l'accident. Le diagnostic, vous avez tous les deux une blessure au cerveau. Vous, si vous survivez, une chose est sûre, vous ne passez pas un bon moment. Maurice, de son côté, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? C'est simple. Vous êtes un mammifère. Maurice, lui, est un poisson zèbre. Si le cerveau était un livre, une blessure serait comme lui arracher des pages. Pour réparer ce livre, nous comptons sur des pages blanches que nous avons en réserve, les cellules souches. Le mammifère a beau avoir des pages blanches, il ne sait pas quoi en faire, ni où les envoyer, et au final, on ne régénère pas le cerveau. Maurice le poisson zèbre, de son côté, non seulement il en a plein des pages blanches, mais en plus il sait les envoyer à l'endroit où les anciennes pages furent arrachées et écrire exactement ce qu'il y avait avant. Bref, le poisson zèbre sait régénérer son cerveau grâce à ses cellules souches. Alors moi, je veux connaître son secret. Plus précisément, je veux me pencher sur la capacité de ces pages blanches, ou cellules souches, à voyager jusqu'au lieu de la blessure. En effet, là où la plupart des études se penchent sur un court voyage équivalent à Montréal-Toronto, je propose pour la première fois chez le poisson zèbre de me concentrer sur le voyage Montréal-Winnipeg. De plus, même s'il est vrai que le poisson zèbre possède une grande quantité de cellules souches, bon, ce n'est pas aussi pertinent si le mammifère ne possède pas les mêmes ressources. Ainsi,
je me concentre sur une source que tous deux possèdent. Il s'agit donc de visualiser le voyage de ces cellules souches. Pour cela, je donne à mes poissons un bain. Ce bain est en réalité un piège que je dresse puisque j'y glisse une molécule capable de s'intégrer dans les cellules qui vont voyager. Je les ai bien eus. Ensuite, pour visualiser cela, je fais appel à une technique nommée Eye Disco. Alors, nous sommes bien loin du mouvement de musique des années 70, puisqu'il s'agit ici de rendre ce chewing-gum rose qu'est le cerveau absolument transparent, pour ensuite le scanner en 3 dimensions. Nous pouvons ainsi visualiser les cellules se déplacer, de leur lieu de naissance jusqu'à la blessure. Avec ces résultats, nous pouvons commencer à essayer de comprendre comment les cellules voyagent et s'intègrent à la place des neurones perdus. Comprendre ces mécanismes est fondamental si on espère un jour rendre la régénération du cerveau humain possible. Au final, nous sommes parfois bien peu de choses face aux petits poissons zèbres. Merci Aurélien Caron pour cette présentation. On va laisser un peu de temps aux membres du jury afin qu'ils puissent lui attribuer une note. Et je vous rappelle que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux afin de le soutenir. #MT180, #MT180MB. Notre prochain candidat est Ernest Edo. Il est étudiant en doctorat au département de français, espagnol et italien de l'Université du Manitoba. Sa thèse a pour titre « L'esclavage et la colonisation au fondement du racisme dans le monde ». Bonjour à tous. Vous connaissez tous le mouvement Black Lives Matter et Every Child Matters. Bien, ce sont des mouvements de revendication de l'inégalité à base de race en ce 21e siècle. Si nous sommes tous d'accord, que deviennent les réformes qui ont précédé ces mouvements et qui sont censés garantir l'égalité formelle au-delà de l'altérité ou des différences physiques? En fait, la police sur les routes américaines ne sont pas formées pour être méchants envers les hommes de couleur. Les flics en banlieue parisienne non plus. Ils sont censés être des professionnels. Pourtant, le récent rapport de Human Rights Watch de 2022 déclare que les jeunes noirs sont plus de 4 fois susceptibles à être incarcérés que les jeunes blancs. Quant aux jeunes latinos, ils sont plus d'1,3 fois susceptibles à être incarcérés. Les jeunes amérindiens et les premiers habitants de cette terre, ils sont plus de 3 fois susceptibles à être incarcérés que leurs compatriotes blancs. Ici chez nous au Canada, le gouvernement n'a pas interdit aux employeurs d'embaucher les travailleurs immigrés et ceux issus des groupes en minorité. Au contraire, le gouvernement a une politique sur les minorités visibles. Mais pourtant, nous connaissons tous leur taux de chômage qui est toujours en hausse à plus de 40%. Dans cette situation, la race devient une expérience collective partagée, des souffrances endurées, des barrières systémiques à surmonter. Et toute réforme qui ne s'attaque pas aux structures réelles, qui garantissent la perpétuité de ces souffrances, de ces expériences, de ces barrières, ne deviennent qu'un arrangement ostentatoire pour celle qui en est la victime. Car on ne peut continuer de faire les mêmes choses et espérer que les résultats soient différents. Ma thèse, elle fait une étude diachronique des thèses françaises et francophones qui remettent en cause l'efficacité de ces réformes en mettant en exergue l'importance de rendre les structures collectives à tous. Ces thèses sont sélectionnées de 18 au 21e siècle avec les figures de proue comme Montesquieu, Voltaire, Diderot. Au 20e siècle, Césaire, Sartre, Senghor, Fanon, Memmi. Le 21e siècle avec Odile Tobnin et Liliane Thuram comme prolongement de cette lutte. Merci beaucoup. Merci Ernest pour cette présentation. On va laisser un peu de temps aux juges afin qu'ils puissent chacun, de leur côté, lui attribuer une note. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux afin de soutenir Ernest. #MT180, #MT180MB. Notre prochaine compétitrice est Sarah-Tel Langdon, étudiante inscrite en maîtrise au département de physiologie et pathophysiologie de l'Université du Manitoba. Elle est titulaire d'un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Winnipeg. Son expérience en recherche
à commencer par une orientation qualitative sur l'éthique médicale et l'éducation avant qu'elle ne se décide de se consacrer à la science fondamentale. C'est une athlète accomplie. Elle a participé à des compétitions internationales de ski alpin et de voile en été. Le titre de la thèse est le suivant: une comparaison entre les graines de lin et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine dans le traitement de la cardiotoxicité induite par la chimiothérapie. Pensez à votre famille et à vos amis. Malheureusement, une femme sur 8 que vous connaissez pourrait être affligée par le cancer du sein pendant sa vie. Bien que les traitements contre le cancer du sein soient efficaces, l'administration de la chimiothérapie anticancéreuse peut causer la cardiotoxicité comme effet secondaire, ce qui mène à l'insuffisance cardiaque. Alors, nombreux patients échangent une maladie mortelle pour une autre. Mais il y a de l'espoir. Au cours de notre étude préclinique, nous avons constaté que la consommation quotidienne des graines de lin est aussi efficace que le traitement médical standard pour rétablir la fonction cardiaque après l'initiation de ce type d'insuffisance cardiaque. Une découverte importante, car les médicaments ne sont pas toujours efficaces et peuvent mener à des effets secondaires indésirables comme un toux, les étourdissements et la fatigue. Lorsque nous regardons la fonction cardiaque chez la souris, un cœur en bonne santé pompe plus de 70% de son volume à chaque battement. Le cœur joue le rôle du moteur pour le corps. Il faut un moteur pleine puissance pour faire voler un avion. Lorsque ces mêmes souris ont reçu la chimiothérapie, leur cœur ne pompe que 40% de son volume à chaque battement. Ceci est comme tenter de faire voler ce même avion, mais maintenant avec un moteur de jouet. Mais en traitant cette cardiotoxicité avec des graines de lin ou des médicaments, nous avons pu rétablir la fonction cardiaque de sorte que le cœur pompait 65% de son volume à chaque battement. Mais comment les graines de lin sont-elles aussi fortes comme traitement que les médicaments? La magie repose avec les effets anti-inflammatoires et antioxydants. La cardiotoxicité se développe parce que la chimiothérapie provoque l'inflammation et le stress oxydatif, ce qui entraîne la mort cellulaire dans le cœur. L'accumulation de la mort cellulaire est ce qui mène au déclin de fonction cardiaque. À travers de ma recherche, j'ai démontré que les effets anti-inflammatoires et antioxydants des graines de lin préviennent la mort cellulaire et rétablissent la fonction cardiaque. Sur la base de ces résultats, nous pouvons conclure que dans un modèle de souris affligé par la cardiotoxicité, les graines de lin empêchent la mort des cellules cardiaques et rétablissent la fonction cardiaque aussi bien que le traitement médical standard. Ces résultats sont très encourageants pour l'avenir en cardio-oncologie, car un essai clinique réussi pourrait établir une nouvelle norme clinique et enfin améliorer la qualité de vie des survivants du cancer du sein en leur permettant de guérir sans développer une autre maladie. Merci Sarah pour cette présentation. Les membres du jury vont maintenant lui attribuer une note. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux afin de la soutenir. #MT180, #MT180MB. Et nous voici déjà arrivés à notre dernier candidat, Trevor Gray, étudiant inscrit en maîtrise aux études canadiennes et interculturelles de l'Université de Saint-Boniface. Le titre de sa thèse est le suivant: Médias et vitalité socio-linguistique en France-Asquasie. Ça se peut-tu? Une plateforme multimédia qui répond aux attentes et aux besoins des francophones minoritaires de la Saskatchewan? Chez NetFransask, nous croyons que oui. Grâce à notre étude de marché, menée auprès de 75 témoins, nous avons pu concevoir une entreprise médiatique originale et adaptée aux exigences d'un public fransaskois. Notre catalogue de contenu a été développé pour tenir compte des besoins spécifiques de celui-ci en ce qui a trait à l'accessibilité, à la représentativité et à la qualité des médias francophones. L'ensemble des contenus de NetFransask sont conçus par et pour ceux et celles qui s'identifient à la France-Asquasie.
Vous en avez assez du québécocentrisme dans l'offre médiatique franco-canadienne? Grâce à notre politique de développement de contenu, c'est comme si le Québec n'existait même pas. Québécois? Québéquis? Pas ici, en tout cas. Mais concrètement, à quoi peut-on s'attendre comme programmation? Une bonne comédie de situation françaiscoise, ça vous intéresse? Qu'arrive-t-il lorsque 6 jeunes adultes françaiscois se retrouvent en ville? On ne parle pas ici de New York, mais bien de Saskatoon. Nul besoin de syntoniser les séries américaines quand on peut écouter en rafale France-Saskami. Boudez-vous les médias françaiscois parce que vous les trouvez trop juvéniles, trop enfantins? Que diriez-vous d'une représentation satirique de la vie dans les foyers traditionnels de la Françaiscoisie? Suivez les aventures aussi malaisantes qu'hilarantes d'un trio de malfrats à Zénon Park dans le faux documentaire Zénon Park Boys. Adepte de la science-fiction? Vous ne saurez résister à notre série Françaiscois Things, dans laquelle une bande de jeunes vélophiles découvre une réalité alternative, où la Saskatchewan ressemble étrangement au Québec et où les Françaiscois mènent leur vie en français du matin au soir. Une bande dessinée à l'image de la famille françaiscoise moderne vous plaira? Les Exogames, c'est l'émission pour vous, où chaque personnage incarne la diversité ethnoculturelle croissante au sein de la Françaiscoisie. Et comme la majorité des familles françaiscoises ont l'anglais et le français comme langue d'usage au foyer, tous nos contenus sont accessibles simultanément dans les langues de votre choix, soit le français, l'anglais et le franglais. Franglais manitobain, bien entendu. On n'allait quand même pas faire ça en franglais montréalais. Abonnez-vous maintenant à Net Fransasque et vous pourrez vous divertir en françaiscois dès 2050. Quoi? Ça prend du temps de développer tout ça, non? Merci Trevor pour cette présentation. On va laisser un petit peu de temps une dernière fois aux membres du jury afin qu'ils puissent lui attribuer une note. Et je vous rappelle que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux afin de soutenir Trevor Gray. #MT180, #MT180MB. Et maintenant, on va demander à l'assistance technique de mettre en relation tous les juges dans la salle virtuelle afin qu'ils puissent délibérer et surtout nous revenir dans quelques minutes avec les noms des 3 vainqueurs. Je vais, moi, les rejoindre. Nous voici de retour pour le moment tant attendu, la révélation du classement. La tension et l'anxiété montent, vous espérez tous que votre candidat favori va gagner. Faut dire que cette année encore, ils ont tous été très bons. Un choix difficile à faire que l'ont eu les membres du jury. Commençons par le 3e prix sponsorisé par l'ACFA Manitoba et l'ambassade de France au Canada. Ce prix comprend $600 ainsi qu'une session de cours d'une valeur de $300 remise par l'Alliance française du Manitoba. Et la 3e place est attribuée à, on va me ramener l'enveloppe avec le prix. J'ouvre fébrilement cette enveloppe. La 3e place est attribuée à Courtney Marshall. Félicitations à vous. 3e place. Merci. Le 2e prix sponsorisé par Patrimoine canadien et l'ambassade de France au Canada comprend $900 ainsi qu'un abonnement d'1 an au journal papier numérique La Liberté qui va prendre la 2e place de cette compétition 2023. J'attends l'arrivée de l'enveloppe ici. Et la 2e place est attribuée à Sarah Langdon. Merci. Elle est en ligne, elle n'est pas à côté de moi. Je vous le remets virtuellement ici. Merci à vous. Et nous voici arrivés à l'annonce de la 1re place de cette édition manitobaine 2023 qui
remportera le premier prix de 1 600 $ sponsorisé par Patrimoine canadien et le secrétariat du Québec aux affaires canadiennes, auquel s'ajoute un abonnement pour la saison 2023-2024 au Théâtre Cercle Molière. Mais alors, qui va arriver premier ou première de cette compétition manitobaine 2023 ? On va me remettre l'enveloppe, je suis assez fébrile. Je pense que vous aussi, vous êtes assez fébrile derrière vos écrans. Et la première place est attribuée à Aurélien Caron. Aurélien, là pour vous. Merci. Et vous allez représenter, Aurélien va représenter dignement le Manitoba lors de la finale nationale à Montréal. Merci à vous et surtout, bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, c'en est terminé. Avant de refermer cet événement, je voudrais à nouveau remercier tous les commanditaires qui ont soutenu la mise en place de cette initiative ici au Manitoba. Patrimoine canadien, le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, l'ambassade de France au Canada, l'Université du Manitoba, l'Université de Saint-Boniface et l'ACFA Manitoba, l'Alliance française, le Journal La Liberté, le Théâtre Cercle Molière et bien sûr, au niveau national, l'ACFA et Hydro-Québec. Merci à vous de soutenir la relève manitobaine de la recherche et leur envie de partager leurs connaissances avec le plus grand nombre. Merci à vous tous. Je voudrais aussi remercier nos juges, les professeurs Patrick Noël, la professeure adjointe Louise Chatran, mesdemoiselles Morgane Lémé, Tara Paillard et monsieur Florent Devélis. Au revoir. Au revoir. Merci. Ainsi que toute l'équipe technique et administrative de l'Université du Manitoba, plus spécifiquement Judy, Luc, ainsi que pour terminer, la professeure Kelly Main, doyenne par intérim des études supérieures graduées de l'Université du Manitoba, sans qui rien n'aurait été possible. Merci à vous tous. Voilà, c'en est terminé de cette 4e édition de ma thèse en 180 secondes, édition Manitoba. Comme mentionné au début de cette présentation, c'est la première personne inscrite aux études doctorales qui représentera le Manitoba à la finale nationale. Félicitations à vous. Et nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle compétition qui, je suis certain, sera des plus excitantes et peut-être à laquelle vous aurez l'honneur de participer en personne si vous vivez ici au Manitoba. Miigwech, au revoir, à bientôt.